Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast numéro 7. Je suis Jonathan et je suis toujours accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Salut Jonathan. Alors la dernière fois, on avait parlé de l'évolutionnisme en anthropologie sociale, on avait fait un petit freestyle sur la vidéo qui était sortie sur internet de premier contact en Amazonie entre des Indiens. Je vous encourage vraiment à l'écouter. Et puis cette fois-ci, on va parler de Margaret Mead. Alors les anthropologues en ont certainement déjà entendu parler, les autres peut-être un peu moins, et pourtant elle a une importance capitale dans l'anthropologie. Notamment ce qu'on appelle l'anthropologie féministe, mais ce sera pas vraiment le sujet de ce podcast-là. D'abord, qui est Margaret Mead ? Alors Margaret Mead, c'est donc une anthropologue américaine qui est née au début du XXe siècle. Elle a d'abord étudié la psychologie avant de vraiment s'intéresser à l'anthropo, et on la rattache au courant du culturalisme. Donc la dernière fois, on a déjà vu l'évolutionnisme, où on appuyait sur les stades d'évolution de l'humanité, les prétendus stades d'évolution de l'humanité. Ici, le culturalisme, il va plutôt appuyer sur l'originalité de chaque culture et les liens entretenus entre la culture et les personnalités individuelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Mead ? C'est une élève de Frank Boas, qui est considéré comme le père de l'anthropologie américaine, donc un sacré professeur. Elle a développé dans son travail des aspects de la pensée de son maître, qui lui a permis de donner naissance aux théories culturalistes de la personnalité. Donc elle s'est attachée à étudier la sociabilisation des enfants, la sexualité, les caractéristiques de genre et les liens entre culture collective et personnalité individuelle donc. Est-ce que c'était une des premières femmes anthropologues ou il y avait déjà eu avant elle des femmes qui avaient écrit ou diffusé sur l'anthropologie ? En tout cas, c'est la première à se démarquer réellement, bien qu'elle ait eu plus de succès auprès du grand public qu'auprès de ses pairs anthropologues. Après, plus la femme s'est émancipée dans les sociétés occidentales, plus elle a eu accès aux institutions universitaires. Donc, elle devait peut-être pas être aussi nombreuse à l'époque que maintenant, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Mais c'est surtout sa ferveur féministe qui l'a rendue célèbre. Et après, on peut dire aussi que ça a été vraiment un plus pour l'anthropologie, l'arrivée de toutes ces femmes avec Margaret Mead qui a quand même lancé un peu ce courant du coup. Parce que ça permet de rentrer dans le monde des femmes qui est, selon les sociétés, parfois interdit aux chercheurs masculins. Ouais, c'est elle qui nous a montré la portée que pouvait avoir un chercheur féminin dans certains endroits, quoi. Ouais, tu parles de Maurice Godelier, par exemple, qui a une expérience différente que s'il avait été une femme. Tu peux juste nous dire ? Oui. On utilise souvent cet exemple donc de Godelier qui était chez les Barouillas en Papouasie. Et qui, pour étudier les femmes, pour avoir le droit de rester avec les femmes, a dû subir un changement de sexe symbolique grâce à un rituel. Mais après, du coup, les hommes barouillas ne le considéraient plus du tout comme un homme, il avait plus le droit de rester avec eux, tout ça, donc il a dû faire un autre rituel pour redevenir un homme à leurs yeux, quoi. Donc c'est assez marrant, mais on se dit aussi que bon, être une femme dès le départ, ça peut être facilitant. Ouais, quoique elle aurait dû se transformer en homme pour étudier les hommes. Voilà. Bon, ok, c'est plutôt original, ouais, pourquoi pas. Elle s'est beaucoup intéressée, comme tu l'as dit, à la famille, au rapport entre hommes et femmes, bien sûr. Est-ce que c'est la première à aborder cette thématique ? Est-ce que c'était parce que c'est une femme qu'elle a été la première à l'aborder Alors la famille en soi, c'est pas un thème nouveau pour l'anthropologie. On travaille déjà là-dessus dans la grande époque de l'évolutionnisme. On avait vu avec Lewis Morgan qui s'intéressait déjà à ça au 19e siècle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est son approche sur les rapports hommes-femmes. C'est justement parce que c'est une femme qu'elle a eu accès à des pans de la vie sociale qui étaient peut-être cachés à ses pairs masculins à l'époque. Et du coup, elle a amené un nouveau regard et des nouvelles données sur ce qu'on appelle le rapport de genre. Elle cherche à montrer ce qui caractérise le comportement des hommes et des femmes d'une société à l'autre, pour montrer que c'est pas seulement des critères biologiques qui nous font hommes et femmes, mais aussi des critères socioculturels. D'accord, d'ailleurs c'est une question, on va pas en parler pendant le podcast parce que c'est un terrain extrêmement glissant et parfois des plus nauséeux, donc on va pas en parler, mais ce qu'on appelle la théorie du genre et toutes ces discussions sur le genre, c'est vraiment dans l'actualité encore aujourd'hui. Mais c'est pas ça dont on va parler maintenant, on va surtout s'intéresser à deux de ses livres qui sont peut-être parmi les plus emblématiques.
Ils sont pas choisis par hasard, bien entendu. Ils sont pas forcément représentatifs du travail de Margaret Mead, mais ces 4 podcasts vont ensemble et ont donc une thématique qui se rejoint, et ces 2 livres étaient parfaits pour exprimer cette thématique. Le premier, c'est Coming of Age in Samoa, un livre écrit en 1928 qui s'intéresse à l'adolescence dans ces îles-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, donc ce bouquin, il a été écrit donc en 1925. Donc c'est les résultats d'une ethnographie faite donc sur les îles Samoa, à peu près à égale distance entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï pour situer. Et donc dans son étude, elle cherchait à savoir si l'adolescence, donc ce phénomène qui transmute l'enfant en adulte, était naturel ou culturel. Bon, aujourd'hui, on fait plus trop la distinction entre nature et culture, mais ça sera encore le sujet d'un autre podcast peut-être. Donc elle est allée voir aux îles Samoa si l'adolescence prenait les mêmes formes que dans sa propre société. Donc elle a essayé de définir ce qu'on appelle l'éthos de cette culture, son tempérament, en s'intéressant particulièrement aux adolescents. Et donc elle a rapporté dans son bouquin plus de 50, peut-être même 60 je crois, biographies et informations sur le caractère, le désir et la vie sexuelle de jeunes filles samoanes. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que à écouter Mead, elle a trouvé le paradis sur terre, tout n'y est que paix, sérénité, et du coup, ce livre a beaucoup de succès quoi quand il sort à cause de ce tableau qu'elle dépeint de société presque à l'âge d'or, tu sais, primordial dans la paix, l'harmonie. Donc voilà, donc ça c'est pour Coming of Age in Samoa. Ouais, il y a d'ailleurs une citation que j'ai trouvée dans le livre de Robert Deslièges, Une histoire de l'anthropologie, pour ceux que ça intéresserait. Je vais juste la citer parce qu'elle est, voilà, je la trouve géniale. L'adolescence au Samoa n'est donc en aucune façon une période de crise et de tension, mais bien au contraire une évolution calme vers la maturité. L'esprit des filles n'est pas troublé par des conflits, embarrassé d'interrogations philosophiques, obsédé d'ambitions lointaines. Vivre fille, avec de nombreux amants, aussi longtemps que possible, puis se marier, avoir beaucoup d'enfants, là se bornent les aspirations de chacune. Bon, alors je suis pas une femme, hein, mais je sens que ça en fait rêver certaines, ça fait peut-être même... Alors peut-être le côté sexuel à la fin, pas nécessairement, mais en tout cas le côté, voilà, l'adolescence, une période tout à fait agréable. Tout se passe bien. Ce qui est quand même moyennement le cas dans notre culture de nos jours, hein, c'est plutôt une période de fracture, de machin, enfin on pourrait en parler longtemps aussi, mais comme tu as dit, ça fait rêver. Je trouve que la question qu'elle a posée justement, c'est une question hyper intéressante en fait, mais est-ce que si nous on le vit mal, est-ce qu'il y a quelque part ailleurs où ils le vivent différemment? Je trouve que la question de base est superbe. Oui, très intéressante. Bah, c'est vraiment ce pourquoi on peut la remercier, c'est d'avoir posé des questions qu'on ne se posait pas encore, et ça a vraiment ouvert des champs de questions derrière, et vraiment intéressant, quoi. Ouais, puis par rapport à ce que tu as dit avant, le fait que ce soit une femme qui a parlé à des femmes, il y a des chances qu'elle ait recueilli des données qu'un homme n'aurait jamais pu recueillir, en tout cas jamais de cette façon-là, quoi. Non, aussi directement, non. Je pense pas, quoi. Et ça va dans les deux sens, hein. Un homme anthropologue va avoir des apports, enfin des outils que n'aura pas une femme, et vice versa, quoi. C'est pour ça que tout est complémentaire. À propos de complémentaire, elle a voyagé, là en tout cas, avec son mari de l'époque, parce qu'elle en a eu plusieurs. Et donc, alors, je sais pas dans quelle mesure il l'a vraiment aidé, hein, mais peut-être qu'ils avaient une certaine complémentarité qui était intéressante. Ça aurait été intelligent de faire ça. Voilà. Le deuxième livre dont on va parler, parce qu'on a un temps respecté, hein, c'est Sexe et tempérament dans 3 sociétés primitives, sorti en 1935, donc un peu plus tard. Un titre qui intéressera sans doute beaucoup d'auditeurs. Anne-Laure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Alors, celui-ci, donc il a été écrit un peu plus tard, après des terrains effectués dans différentes sociétés, donc les Arapèches, les Mudugumors et les Chamboulis, qui sont donc 3 tribus de Papouasie. Et cette fois-ci, elle s'est intéressée donc aux différenciations entre masculin et féminin, et toujours ce rapport entre biologique et social. Et elle dit par exemple que les tâches ménagères qu'on assigne aux femmes dans la société américaine dont elle est issue pourraient tout à fait être attribuées à des hommes dans d'autres sociétés. Elle découvre que selon les sociétés, on fabrique sans cesse des différences entre les sexes qui sont spécifiques. Elle ouvre avec ce bouquin vraiment l'étude des genres dans la discipline. À partir de là, on commence à faire la distinction entre différence de sexe biologique et différence de genre social.
on assigne aux deux sexes des fonctions différentes dans le corps social à travers l'organisation des genres. Et donc, ça se fait principalement dans le domaine de la reproduction et du travail. Et ça implique par conséquent des différenciations au niveau des vêtements, de la motricité, de la manière de parler, de la vie politique. Donc Margaret Mead, elle est allée dans ces trois sociétés qu'elle a essayé de choisir comme étant les plus isolées, les plus pures, plus authentiques. Et elle a essayé de voir les différences qui pouvait y avoir pour ensuite le mettre en parallèle avec sa propre société, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces trois sociétés fonctionnent vraiment différemment à ce niveau-là. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous éclairer? Parce que je trouve que c'est magnifique, et pour quelqu'un qui aime la science-fiction, c'est typiquement des sociétés qu'on pourrait retrouver sur une planète, tu sais, qui ont des fondements différents et qui s'affrontent idéologiquement. Enfin, je trouve ça absolument génial. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement la différence qu'il y avait entre elles, très résumée, des rapports hommes-femmes? Voilà, parce que les Arapèches étaient plutôt égalitaires. Les Arapèches étaient égalitaires, donc là elle dit voilà, hommes et femmes c'est très bien, alors qu'il y en a une autre, je ne sais plus laquelle c'est, où ils disent que les femmes, la supériorité des femmes est établie et que les hommes s'en font très bien, s'en contentent très bien et vivent totalement avec ça. Après il y en a certains, ils vont dire oui, ils sont plus belliqueux, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Ouais, alors c'était les Chamboulis justement, d'ailleurs je peux citer quelque chose qui est dans son livre, hein. Elle dit « La suprématie des femmes est réelle alors que celle des hommes n'est que théorique. Ainsi la plupart des jeunes Chamboulis s'en accommodent-ils et apprennent à s'incliner devant la volonté des femmes », ce qui évidemment pour une femme féministe est une société parfaite, elle a dû s'y sentir très bien. Elle a dû y être très bien, oui. Voilà, et ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi que ça influence sur les caractères des gens, hein. Il y en a qui sont plutôt pacifiques, d'autres qui sont plutôt belliqueux, ça rentre aussi dans la formation des enfants, dans leur éducation, oui, hein. oui. Il y a un endroit où ils portent plutôt leurs enfants près du cœur, qui jouent avec, un autre endroit où ils sont simplement accrochés derrière leur dos d'une façon un peu violente. Il y en a une des sociétés qui est presque spartiate, je trouve, en tout cas comme on imagine la société spartiate. Mais ouais, c'est ça, hein. Et du coup, c'est ces trois sociétés vraiment différentes qui, alors là, si j'ai bien compris de mon esprit de profane, ça prouve que le sexe n'a rien à voir dans la position et la culture dans la société. Ces sociétés-là, en fait, nous prouvent que la façon de fonctionner entre hommes et femmes, aux États-Unis en l'occurrence, c'était quelque chose du culturel. C'est ça, c'est pas une contrainte biologique, voilà. C'est pas la biologie qui impose que l'homme soit supérieur à la femme ou que la femme fasse ci ou que ça. Non, c'est la culture qui se réapproprie le sexe et en fait du genre, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si c'était vraiment biologique, on pourrait pas le changer ou très difficilement. Alors que ce sexu culturel, il suffit de changer l'idéologie et hop, on peut changer ça. C'est ça. Et tu peux tout faire. Exact. Et il y a des choses vraiment folles, hein. Quand on voit les études de Godelier, tout ça sur le genre en Papouasie, on se rend compte qu'il y a vraiment des trucs totalement différents et étranges, hein. C'est assez intéressant. Exactement. Voilà, un peu, je se dirige gentiment vers la fin. Je trouve que ces études de Margaret Mead sont intéressantes. J'ai pas eu l'occasion de les lire. Je sais pas si toi t'as eu l'occasion de les lire en entier ou peut-être par morceaux seulement. À l'époque, quand j'étais en licence, j'en ai lu 2, je crois, mais j'avais lu l'un et l'autre sexe, dont on n'a pas parlé, et celui sur les genres. Mais là, récemment, je n'ai lu que des extraits, je l'avoue. Ouais, il y a des très bons extraits. On vous mettra aussi, comme d'habitude, sur Entre Podcast, un peu les liens qu'on a trouvés par rapport à Margaret Mead, etc., quand ils se situent sur le net et pas dans des livres. Bref, beaucoup de choses très intéressantes à dire, mais on se rappellera, voilà, elle a parlé de sexe, elle était féministe, et c'est déjà deux choses assez sympas. C'est déjà quelque chose. Exactement. Elle a dit des choses très drôles. Elle a dit des choses très drôles et je vais faire une petite citation de fin. Entre deux, juste peut-être vous dire une chose, c'est que le podcast, vous pouvez vous y abonner sur iTunes et sur SoundCloud et passer sur le blog. Et n'oubliez pas d'écouter les épisodes passés qui vous donneront quelques clés sur les épisodes à venir, hein. C'est pensé comme quelque chose qui avance en complexité. Je vais citer donc Margaret Mead pour la fin, qui a dit quelque chose de très joli, je trouve. Ne dépendez jamais des institutions ou du gouvernement pour résoudre n'importe quel problème. Tous les mouvements sociaux sont fondés, guidés, motivés et vus
à travers la passion des individus. Et on trouve bien un petit aspect féministe, voire même anarchiste un petit peu peut-être. Un petit mélange, ouais. Mais qui la rendent follement intéressante parce que Margaret Mead est follement intéressante et on le verra encore dans l'Anthropodcast numéro 8. On se dit à la prochaine, dans 2 semaines. À la prochaine!